Bienvenue dans cet épisode de l'Afrique part en Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Et aujourd'hui est un épisode spécial, une espèce de foire aux questions avec Yannick Kofi, un ami ivoirien, résident au Ghana depuis quelques années, professionnel du marketing. Alors, nous allons essayer de parcourir un peu les questions que les gens ont l'habitude de se poser en matière d'acquisition et de conservation de Bitcoin. Ok, donc bonjour Prince, merci de me donner l'occasion en fait de poser certaines questions qui me trottent depuis un certain temps dans la tête concernant le Bitcoin. Je pense qu'on en avait plus ou moins discuté à plusieurs occasions. J'ai, comment dire ça? J'ai entamé pardon, mon expérience Bitcoin avec toi. Donc, du coup, je pense qu'avoir la discussion là maintenant va peut-être permettre de lever certains points d'ombre, en fait, que j'ai sur la compréhension de la chose en elle-même. Donc, merci de l'invitation. Je ne sais pas si j'ai besoin encore de me représenter, tu l'as déjà fait. Donc, Yannick Kofi, je vis au Ghana depuis 3 ans maintenant, professionnel du marketing, très loin du domaine, on va dire, de la finance, de tout ce qui est crypto-monnaie ou tout ce qui est lié à la finance en ligne et tout. Quelqu'un qui cherche vraiment à avoir l'information et la bonne information. Voilà. Ok, cool, merci pour l'intro Yannick. Du coup, on va commencer avec la première question, c'est de savoir comment acquérir du Bitcoin. Je vais m'y lancer directement. Alors, pour moi, il y a trois moyens d'obtenir du Bitcoin. Et le premier, qui est le plus facile et le plus populaire, c'est acheter du Bitcoin. Donc acheter littéralement sur des plateformes d'échange. Mais on va y revenir un peu plus loin. Le second moyen qui est beaucoup moins connu, c'est se faire rémunérer en Bitcoin. Tu produis des biens et services et tu demandes que tes clients, pour acquérir ces biens et services-là, te payent en Bitcoin plutôt qu'en monnaie fiduciaire. Donc, c'est un moyen comme un autre d'obtenir du Bitcoin. Et le dernier moyen, c'est miner le Bitcoin. Donc, on en a un peu parlé dans le premier épisode. Le minage de Bitcoin, en fait, c'est le processus de sécurisation des transactions de Bitcoin. Donc, il y a des gens qu'on appelle des mineurs. Ce sont des machines qui font des calculs complexes pour sécuriser le réseau. Et en rémunération, comme rémunération pour leur participation à la sécurisation du réseau, ils gagnent les nouveaux bitcoins qui sont créés. Donc c'est le troisième moyen de gagner du bitcoin, mais ça c'est vraiment c'est un moyen, on va dire, réservé pour des gens d'un niveau avancé. Donc c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais à un En débutant. particulier. Voilà. Exactement. Je pense que pour débuter, faut se contenter, disons, d'en acheter ou à la limite de se faire rémunérer en bitcoin. Ok. Je pense que la première option est l'option la plus vulgarisée, hein, parce que c'est l'option qui parle le plus à, on va dire, à tout un chacun et puis aux particuliers, dans la mesure où c'est une pratique qui est vulgarisée via des plateformes en ligne. L'inquiétude, en fait, que j'ai pour des personnes qui sont vraiment novices dans le domaine, c'est comment on arrive à se rassurer, en fait, que la plateforme sur laquelle on est en train de faire l'acquisition ou on veut acquérir ces bitcoins est une plateforme fiable. Comment ces personnes-là arrivent en fait à déterminer ces plateformes-là dans tout l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Je pense que peut-être dans le monde francophone, c'est pas vraiment développé, mais dans le monde anglophone aujourd'hui, tu as tout un vocabulaire qui s'est développé autour du Bitcoin. Tu as tout un écosystème aussi qui s'est développé autour. Aujourd'hui, on est sujet à beaucoup de publicité en fait de ce côté-là en fait de l'Afrique, on va dire subsaharienne, notamment sur le Ghana et le Nigeria où tu as de grosses structures comme, pour ne pas faire de publicité, comme OctaFS
qui fait beaucoup de publicité via tout ce qui est création de contenu et autres. Donc, comment quelqu'un qui, je veux dire, aujourd'hui se lève, dit, OK, moi, je vais acquérir, par exemple, du Bitcoin, peut-être pour thésauriser de la valeur, en fait, ou pour l'utiliser comme comment dire ça, un outil, en fait, pour conserver de la valeur que j'ai pu acquérir sur un revenu ou quelque chose et que je veux fructifier, mais vraiment sur le long terme. Comment on s'y prend, en fait? Alors, c'est une très bonne question que tu poses, parce qu'effectivement, c'est les questions qu'on devrait se poser quand on veut acheter du Bitcoin. Sur quelle plateforme acheter du Bitcoin? Donc déjà, c'est quoi une plateforme d'échange? En fait, les plateformes d'échange, c'est ni plus ni moins qu'un marché, qu'une place de marché où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaies. Un peu comme les bourses traditionnelles. Donc, tu as des vendeurs, tu as des acheteurs, et puis la plateforme sert d'intermédiaire pour l'échange. Donc, il y a une notion qui est très importante qu'il faut garder en tête quand il s'agit de plateformes d'échange, c'est la notion de centralisation. Ça différencie les types de plateformes d'échange. Et il y en a deux. Donc, il y a les plateformes d'échange centralisées et des plateformes d'échange décentralisées, pair à pair. Donc, les plateformes d'échange centralisées, comme le nom l'indique, c'est un intermédiaire qui réalise les échanges. Et ce sont ces plateformes-là qui sont les plus vulgarisées. C'est celles dont on entend le plus parler. Donc, quand tu prends des plateformes comme Binance, Kraken, Coinbase, qui est une des premières plateformes d'échange, KuCoin, donc il y en a une bonne, il y en a plein des plateformes, mais celles qui sont les plateformes les plus fiables sont celles qui sont les plus connues, qui ont un soupçon de respect de réglementation. Je pense notamment à Coinbase, qui est la première plateforme d'échange de crypto-monnaies à s'être faite lister à la bourse des États-Unis. Donc c'est un gage de fiabilité, j'ai envie de dire, de confiance. Donc, et il revendique un grand nombre d'utilisateurs, je pense environ 90 millions. Mais aujourd'hui, la plateforme réputée comme celle qui brasse le plus gros volume d'échanges journaliers, c'est Binance. Donc, partant sur ces principes-là, on considère que ces plateformes-là sont les plus fiables et c'est celles qu'on recommanderait à de nouvelles personnes qui veulent tester, qui veulent s'essayer au crypto. Donc, Binance, Coinbase, Kraken, à la limite KuCoin, ce sont les 4 plateformes que j'aurais tendance à recommander, d'autant plus que sur ces plateformes-là, j'ai déjà expérimenté moi-même des échanges en étant à Abidjan et j'ai pas mal de témoignages de remontées de transactions qui arrivent à se faire sur le continent. Parce que ça aussi, c'est un gros sujet en fait finalement. Est-ce que ces plateformes-là existent? Oui, elles sont fiables, ok, mais est-ce qu'elles sont accessibles sur le continent avec les moyens de paiement qui sont propres À à l'Afrique, notre en fait. continent, à l'Afrique exactement. Oui. Et elles y répondent plus ou moins. OK. Donc, plateforme centralisée, c'est la OK. première chose. Maintenant, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients à ça, en fait. Les principaux avantages d'une plateforme centralisée, c'est que c'est relativement sécurisé. Donc, les plateformes, elles sont réputées, certaines sont régulées, plus ou moins, tu vois. Donc il y a un peu plus de sécurité pour quelqu'un qui va y acheter des crypto-monnaies. Il y a la possibilité d'acheter de grandes quantités de Bitcoin. Donc ça, c'est non négligeable comme avantage de ces plateformes-là. Il y a le fait que ces plateformes sont rapides et efficaces parce qu'elles acceptent beaucoup de moyens de paiement. Donc typiquement, sur une plateforme comme Binance, on a la possibilité de payer avec du mobile money, donc on peut Si, payer si. avec la carte de crédit, on peut payer par virement. Il y a certains de ces moyens-là qui sont limités en Afrique, mais ce sont les possibilités qu'offrent les plateformes d'échange centralisées. Et puis, OK. un des derniers avantages que je vois, c'est le fait qu'on puisse automatiser les paiements pour des achats réguliers. Parce que une des pratiques, des bonnes pratiques, j'ai envie de dire, en matière d'achat de Bitcoin, c'est d'en acheter régulièrement.
Donc, définir un montant, c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. C'est le fait de définir un montant fixe qu'on affecte à l'achat de Bitcoin de façon régulière, soit toutes les semaines ou tous les mois. Donc, tu ne tiens pas compte du cours, tu décides juste d'acheter, je dis n'importe quoi, par exemple 20 000 francs de Bitcoin tous les mois. Donc, tous les mois, bah, sur cette plateforme-là, tu as la possibilité d'automatiser ces paiements-là. Donc, tu ne te soucies plus de ça, tu ne fais que accumuler les Bitcoins. Et puis, les inconvénients, bien évidemment. Un des inconvénients qu'on relève, c'est la vérification d'identité. Donc, Ok. toutes ces plateformes-là requièrent que les utilisateurs déclinent leur identité, justifient leur identité en vérifiant leur passeport, en vérifiant des documents de résidence. Donc, pour des gens qui tiennent à la vie privée, c'est pas forcément l'idéal. En fait, je dis ça parce que une des philosophies du Bitcoin, c'est effectivement de préserver la vie privée, en fait. Donc, ça, c'est pas forcément l'idéal pour quelqu'un qui a envie de préserver sa vie privée. Et puis, l'inconvénient majeur, bah, c'est que les cryptos ne vous appartiennent pas. Parce que littéralement, avoir ces bitcoins sur une plateforme d'échange, c'est comme avoir de l'argent en banque. C'est pas de l'argent qui t'appartient, c'est de l'argent que la banque te doit. Donc, tu n'as pas un entier contrôle sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins qui sont sur une plateforme d'exchange, une plateforme d'échange, pardon, au même titre que tu n'as pas un total contrôle sur l'argent qui est à la banque, qui est sur ton compte bancaire. Oh, Je sais ok. pas si c'est clair. Bah, c'est clair. Mais de ce que tu viens de dire, en fait, je rebondis juste sur la chute, en fait, pour juste avoir une clarification. Tu as parlé de plateforme d'achat et plateforme d'exchange. On parle bien de la même chose, hein, c'est juste Oui, des... oui, Ok, on parle de la même chose. Une ok, plateforme d'échange. Donc, les échanges, c'est achat et vente. Donc, tu peux ok, y acheter des crypto-monnaies. Tu peux également vendre tes crypto-monnaies contre de la monnaie ok, fiduciaire. ok. Mais j'ai une... je ne sais pas si j'ai la bonne compréhension, mais j'ai cette impression, en fait, que ces plateformes-là ont un aspect beaucoup plus fermé sur la partie francophone de l'Afrique subsaharienne. Parce que quand je regarde en termes de pays euh, assez avancés en termes d'utilisation de crypto-monnaies, je vois dans la partie anglophone, je vois deux pays. J'ai vu le Kenya, qui est, je pense, dans le top 5. Et le premier pays africain, c'est le Nigeria, où je suppose qu'à cause du volume des transactions qu'il y a, ils sont quand même des pionniers dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une réalité en fait qui fait en sorte que nous, francophones, je veux dire, de l'Afrique subsaharienne, on n'arrive pas véritablement à avoir accès à ces plateformes-là ou est-ce que, je veux dire, c'est, comment dire ça, comment je peux dire, est-ce que c'est l'environnement ou l'écosystème, comme tu le dis, bancaire, tout ce qui est paiement en ligne ou euh, monnaie mobile, en fait, qui nous contraint à ne pas pouvoir aller vers ces plateformes-là. Parce que d'expérience, je me rappelle que quand je suis arrivé au Ghana, on avait des fonctionnalités, en fait, de paiement en ligne qui n'étaient pas vraiment accessibles en Côte d'Ivoire, mais ici, tu arrives à faire beaucoup de paiements via ton téléphone, tu arrives à créer un compte en ligne sur tout ce qui est paiement mobile, PayPal et autres, qui étaient au départ, je vais dire bloqué en fait pour le Ghana, mais qui te permettait de faire des opérations. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite politique de protection, on va dire, des utilisateurs Non, dans les non, pays non, non, francophones. pas vraiment. C'est beaucoup plus global, en fait. Je Ok, pense que c'est dû au fait que les pays anglophones ont une sensibilité à la technologie et au business beaucoup plus prononcée que ok, les pays francophones de façon globale. Et tu verras que le pays qui est le plus avancé en matière d'adoption du Bitcoin, c'est sans nul doute les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est les États-Unis, naturellement, si. Après, tu as la c'est Russie. ça, exactement. C'est aux États-Unis que tu as le plus fort taux d'adoption. En fait, c'est le taux, le pourcentage de la population qui détient le Bitcoin est le plus élevé au monde, il me semble. Donc, Ok, donc naturellement, tu as cette tendance à qui
établi aussi en Afrique, où on a les pays anglophones qui ont beaucoup plus tendance à utiliser du Bitcoin que les pays francophones. Donc il y a ce premier état de fait là, et de ce fait, tu as beaucoup plus de startups, de services qui sont développés sur le Bitcoin dans les pays anglophones. Tu vois. Donc ça rend un peu plus compliqué pour un habitant d'un pays francophone d'Afrique d'avoir accès au Bitcoin que pour un habitant d'un pays anglophone. En fait, c'est plus structurel et inhérent à l'état d'esprit de ces cultures-là, j'ai envie de dire, plus que des complexités du système. Les complexités du système, je pense, ce n'est qu'un corollaire, c'est une conséquence de la culture beaucoup plus aventureux, j'ai envie de dire, des anglophones, en Les fait. anglophones. Ok. Mhm. Si c'est sur ce point-là, je pense que peut-être que je te rejoins. J'avais une autre inquiétude par rapport à ça, c'était de savoir, vu que dans le concert du Bitcoin, on a une voix, je dirais, minoritaire en tant que participant ou acteur en fait de comment on peut dire ça, de ce secteur d'activité-là. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas un, il n'y a pas un risque en fait que demain, s'il y a un couac, je veux dire, les souscripteurs de cette partie de l'Afrique-là, soit les premiers perdants, soit les premiers cut-off, en fait. Parce que je demande ça parce que d'expérience, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans nos pays avec tout ce qui était placement d'argent. Parce que, pour ne pas te cacher, aujourd'hui, le Bitcoin, pour certaines personnes, ça résonne comme une caisse de multiplication des sous. Donc, j'achète quelque chose aujourd'hui qui vaut X francs dans 3 semaines à cause du coût qui est vraiment fluctuant et qui dépend d'une tendance en fait qui est définie par, je suppose, plusieurs autres critères. On arrive à multiplier en fait sa mise de base par deux, par trois. Donc pour des gens, Bitcoin, c'est du placement d'argent. Je pense que tu en avais discuté avec le premier intervenant pour que les gens essaient de dissocier en fait la notion d'enrichissement immédiat ou, comment on dit ça, exponentielle en achetant du Bitcoin avec quelque chose de structurel en fait qui est censé s'établir sur la durée. Est-ce que du fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous qui ne sommes pas vraiment encore acteurs du domaine, est-ce que demain, s'il y a un quoi que ça ne représente pas un risque pour nous par rapport à des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, qui sont beaucoup plus avancés en fait que nous? En fait, le protocole dans son fonctionnement, dans son design, il ne fait aucune discrimination. Ok. Donc peu importe le pays dans lequel tu vis, que tu Ok. sois au Sénégal, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans un pays anglophone d'Afrique, que tu sois aux États-Unis, en Mhm. France ou en Indonésie, quelqu'un qui détient un Bitcoin dans son portefeuille, il est propriétaire du Bitcoin et il n'y a aucune espèce de discrimination possible en fait. Ok. Et je comprends ta question. En fait, ta question, elle est valable. Ta préoccupation est valable si tes bitcoins, tu les conserves sur la plateforme. Ce qui Ok. n'est pas une bonne pratique dans les Ok. faits. Donc, J'allais en venir en fait à ça parce que une chose est d'acquérir le Bitcoin. Après, qu'est-ce qu'on en exact, fait? Parce que exactement. est-ce que Donc, je l'achète, je le dépose juste là ou qu'est-ce que j'en fais après en fait pour avoir la bonne pratique avec? ouais, c'est ça, c'est la suite, parce que l'idée, c'est de parler d'acquisition et de conservation du Bitcoin. Donc, on va y arriver juste après. Je termine juste avec les plateformes. Donc, on a Ok. parlé de plateformes d'échange centralisées, des avantages et des inconvénients de cette plateforme, Mhm. de ce type de plateforme. L'inconvénient majeur étant le fait qu'on n'a pas la possession de ces crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, les bitcoins que tu acquiers sur une plateforme d'échange centralisée, elles sont sur ton compte chez cette plateforme. Tu vois. Ok. Et puis, le second type, c'est des plateformes d'échange décentralisées. C'est plutôt des plateformes d'échange pair à pair. Donc là, euh, la plateforme ne fait que connecter deux personnes qui veulent acheter ou Acheter ou vendre vendre, c'est ça. des crypto-monnaies. Donc, la plateforme, en fait, dedans, tu viens, tu enregistres ta demande, tu veux acheter tel nombre, pardon, tel nombre de bitcoins dans telle monnaie. Et puis, il y a quelqu'un en face qui veut vendre tel nombre de bitcoins dans la même monnaie que toi. Donc, la plateforme vous mettra en contact et puis vous ferez une transaction tu envoies à la personne la devise dans laquelle tu veux acheter le bitcoin et la personne t'envoie directement à toi les bitcoins que tu veux. Donc,
dans ce type de plateforme, elle ne sert que de faire l'intermédiaire, enfin de vous mettre en connexion et tu ne paies pas à la plateforme. Ce qui se passe sur les plateformes centralisées, c'est que tu paies à la plateforme et la plateforme t'envoie les bitcoins. De la même manière, la plateforme va envoyer de l'argent à ceux qui veulent vendre et récupérer les bitcoins. Je ne sais pas si tu vois Je vois, un la peu. différence. J'ai une autre question par rapport à ça, parce que ça, ça pose en fait, c'est le traumatisme, en fait, de tout ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que Des scandales. les Ivoiriens comprendront, ceux qui vont écouter vont comprendre. Parce que dès lors qu'on parle de transactions de pair à pair et qu'il n'y a plus je veux dire, d'interface, où il n'y a plus d'entité au milieu, en fait, pour réguler la transaction, comment on dit ça, c'est une foire, en fait, à tout ce qui peut se passer. Donc, du coup, je me demande comment ces plateformes non décentralisées là sont régies, en fait. Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui les régit, un peu comme la plateforme centralisée où je pense que s'il y a un couac, on a quelqu'un à qui on peut s'adresser. Est-ce que, parce que je me dis la plateforme décentralisée, ça doit être vraiment du gambling. C'est comme on dit chez nous, gagner, gagner, perdu, perdu. Une Non, fois, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il y a clairement un peu plus de risque de ok, sécurité. En fait, je dis ça parce que figure-toi que avant, quand les plateformes d'échange centralisées n'existaient pas, parce que le Bitcoin a été créé, disons, en 2000, 2008, 2009, les plateformes, je pense, elles ont commencé à faire leur apparition quelques années après. Avant ça, c'était juste, tu envoies un mail à quelqu'un, vous donnez rendez-vous quelque part, il te donne l'argent main à main, et puis toi, tu lui fais le transfert, tu lui envoies le Bitcoin sur l'adresse. Tu vois, c'est comme ça que ça marchait au début. Et c'est un peu ça que c'est les plateformes slow d'échange pair à pair essaient de reproduire, mais sans qu'on ait besoin de d'être se déplacer, ensemble en fait. dans le même endroit, tu vois, de le faire à distance. Ok, Et donc, c'est le risque lié à ce type d'échange-là, c'est ça que les plateformes d'échange centralisées viennent un peu combler en se positionnant comme la personne à qui tu donnes l'argent, qui t'envoie les cryptos, quand tu es dans la position d'acheteur, mais quand tu es dans la position de vendeur, c'est la plateforme qui t'envoie l'argent et toi tu lui envoies les cryptos. Et puis la plateforme se charge de faire les écritures de régularisation entre trucs. Donc c'est vraiment ça l'esprit des plateformes d'échange pair à pair. Elles mettent juste en rapport deux personnes, un deux acheteur, un personnes. vendeur, et puis ces deux personnes à transacter entre elles. Donc effectivement, il y a un risque autour de ce truc-là. Euh, Comment c'est régi? euh, c'est, il y a très peu de régulation Ok, sur ce type de sur ce plateforme-là, type pour de tout te dire. plateforme. Et même en Afrique, je pense qu'il y en a très peu des plateformes d'échange pair à pair. Ok, Parce que il y a moins de demandes dans les devises dans les devises africaines de façon générale. Donc, moi, j'en connais quasiment pas, en fait, des plateformes d'échange pair à pair. Bon, je connais plein de plateformes d'échange pair à pair, mais quand tu essaies de demander des transactions dans des devises comme le franc CFA, tu trouveras très peu de de demandes personnes intéressées en fait. de personnes intéressées par ça. Et donc, comme le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait des vendeurs pour que toi, tu puisses acheter, Ok, bah, vu que c'est pas très vulgarisé, forcément, il y a peu d'échanges. Donc, les inconvénients de cette plateforme, bah, c'est le fait que bah, c'est difficile d'acheter de gros montants, et puis c'est difficile d'en acheter dans des zones où la demande n'est pas forte, tu vois. Et puis ok, c'est un peu plus coûteux en termes de frais d'échange que les plateformes centralisées. Ce sont les ok, inconvénients vraiment des plateformes d'échange. Maintenant, les ok, avantages, c'est que c'est un peu plus dans l'esprit, dans la philosophie du Bitcoin, parce que il y a personne au milieu. C'est toi qui transactes avec quelqu'un, tu ok, vois. C'est toi qui transactes avec quelqu'un. Donc, c'est un peu plus dans la philosophie du Bitcoin. Et donc, tu es toi-même possesseur des bitcoins puisque l'échange, tu le fais directement sur ton portefeuille, ton wallet. Et puis, il n'y a pas de trace finalement de ces échanges-là puisque tu le fais avec quelqu'un. Donc, c'est entre la personne et toi. Les échanges, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, c'est pas, enfin, il y a pas d'historique quelque part en fait. Il y a personne d'autre qui sait ce que vous avez ok. réalisé comme C'est transaction. juste que c'est arrivé, voilà, vous avez fait la transaction, après, chacun continue sa vie comme Ouais, il ni veut. vu ni connu, Ok, on, ok, on se cherche. ça m'a l'air assez dangereux. Par contre, il y a un point que Ouais, tu as, il y a un terme que tu as soulevé, et je pense qu'on va en revenir, wallet.
Mais par contre, j'avais une question en fait par rapport à quelque chose qui s'est produit, je pense, il y a quelques mois. Je me rappelle que la plateforme Binance avait eu je sais pas si c'est des démêlés avec certains pays qui essayaient de bloquer en fait son activité dans certains pays. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est du fait du lobby de ces personnes qui sont sur ce que moi je vais appeler du dark market, parce que un marché où toutes les transactions sont là, mais ne sont pas visibles ou n'ont pas d'historique, pour moi, c'est un peu comme le black, hein. Tu vas, tu achètes quelque chose avec quelqu'un, ni vu ni connu, vous êtes parti, il y a pas eu d'opération. Est-ce que c'est pas ces personnes-là qui poussaient en fait des pions pour que la plateforme disparaisse? Parce que tu me dis que derrière, il y a le fait que le Bitcoin coûte plus cher en fait sur ce type de plateforme-là. Non, c'est pas que le Bitcoin coûte plus cher, c'est les frais. Enfin, quand je dis frais, c'est les premiums que la plateforme va prendre comme frais, en fait. Ok, Mais sinon, la ok, transaction Bitcoin, elle a un montant qui ne dépend pas du volume de Bitcoin qui est échangé, ok, qui est absolument indépendant de ça. Et ta question est, euh, est très pertinente, mais c'est un peu plus complexe que ça, que ça, ce ok, qui guide l'actualité. En fait, finalement, les plateformes d'échange de crypto-monnaies représentent le pont entre les monnaies fiduciaires et puis les crypto-monnaies. Tu vois, c'est le mhm, pont parce que c'est le moyen le plus facile et le plus commun d'acheter de la crypto ou de vendre de la crypto. Tu vois, c'est le ok, plus facile pour quelqu'un qui a envie d'en acheter. Tu te casses pas la tête, tu vas sur Binance, tu vas sur Kraken et puis tu achètes ta crypto. Pareil quand tu as envie de vendre, tu vois. Donc, ça représente vraiment le pont entre le monde de la monnaie fiduciaire et puis le mhm, monde des cryptos. Et donc, finalement, c'est ça qui est euh, l'élément le plus attaquable, j'ai envie de dire, par les puissances publiques et ok, la régulation. Tu vois. Donc finalement, si tu veux pouvoir identifier tous ceux qui achètent ou vendent des cryptos, il suffit d'avoir toutes les informations qui viennent des plateformes d'échange. D'autant plus que les plateformes d'échange sont KYC, Know Your Customer. En gros, les plateformes d'échange identifient tous leurs utilisateurs. ok. J'en ai parlé quand je Si, parlais si, des si, inconvénients. si, tes Donc inconvénients. finalement, on sait dire, toi, sur ton compte Binance ou Kraken, on sait retracer tous les bitcoins que tu as achetés, tous les bitcoins que tu as revendus, combien ça t'aura généré comme plus-value ou moins-value, tu vois. Donc c'est Ok, là que, du coup, c'est sur ce point-là que les États essaient de tabler pour imposer la régulation. Toute la régulation autour des cryptos se joue, enfin une grande partie de la régulation autour des crypto-monnaies se joue sur les plateformes d'échange. Donc les États cherchent ils identifier, imposent. Bah, identifier les exactement, acteurs en fait. c'est littéralement ce qui se passe hein, quand tu prends la réglementation française. Donc, les services, les entreprises comment on appelle ça, euh, qui, qui, euh, qui distribuent des services numériques, là, donc comme les plateformes d'échange, Mhm, sont extrêmement régulées, donc ont l'obligation d'identifier tous leurs clients pour permettre à l'État de pouvoir vous fliquer et savoir quel est le montant de la plus-value que tu auras faite et puis imposer cette plus-value-là. En l'espèce, en France, c'est 30% la flat tax qui s'applique sur les plus-values que tu fais quand tu vends tes crypto-monnaies, en fait. wow, 30%. Ouais, 30%. Donc, si je reviens à ta question, les démêlés que Binance a eu vient du fait que tu as différents États, différents territoires sur lesquels Binance exerce, qui trouvent que Binance ne respecte pas suffisamment leur réglementation. Donc, Attention. à un moment ou à un autre, essaie d'appuyer, de taper sur les doigts de Binance pour leur demander de réévaluer le truc, de mettre un peu plus de régulation là. Mais bon, ils sont hyper agiles et ils savent comment naviguer entre les réglementations des différents pays. Ils s'en sortent très bien, en tout cas jusque-là. Si, j'ai suivi un peu l'actualité jusqu'à un certain moment pour juste me rendre compte que c'était de la rhétorique en fait politique. Pas que, Ouais, voilà, on entendra parler des histoires de ce type-là c'est très ça. régulièrement. Ok. Je On pense a qu'on parlé de devait, wallet. oui, Ouais, on devait vas-y. aborder le point en fait de ce qu'on fait une fois on a acquis des bitcoins. Yes. Qu'est-ce qu'on Yes, en yes, fait véritablement? c'est là que je voulais arriver. On a déjà donné un mot-clé, c'est les portefeuilles.
c'est un concept qui est très important et que tout débutant dans les crypto-monnaies, tout débutant dans les bitcoins doit connaître. En fait, la notion de wallet, c'est un portefeuille numérique. Donc, c'est un portefeuille numérique. Grossièrement, on dit c'est le portefeuille dans lequel tu conserves tes bitcoins. Mais dans les faits, c'est pas vrai. Et je préfère être clair dessus, que ce soit clair dans la tête des débutants, parce que ça va éviter des conceptions qui sont erronées. En fait, quand on dit que tes bitcoins sont dans ton portefeuille, c'est pas exact, en fait. Tes bitcoins ne sont jamais dans dans ton portefeuille Oui. électronique. Tes bitcoins restent sur la blockchain. Ok. Le wallet, ce qu'il fait, c'est de conserver des clés privées. Et Ok. je vais faire une analogie, essayer d'expliquer tout ça. Le système, le protocole, les bitcoins fonctionnent avec le principe de la cryptographie. C'est bien pour ça qu'on appelle ça crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Exactement. Les échanges sont sécurisés au travers de la cryptographie asymétrique en l'espèce. Donc, dans la cryptographie asymétrique, tu as la notion de clé privée et clé publique. Donc, un wallet est caractérisé par une clé privée et une clé publique. La clé publique, qu'on appelle communément adresse, c'est l'information, c'est une suite de chiffres et de lettres. Mhm. C'est l'information que tu dois transmettre à toute personne qui veut te faire une transaction avec toi, donc qui veut Ok. t'envoyer des bitcoins. C'est un peu comme ton IBAN, donc Ok. ton RIB, voilà, Oui, ton ton RIB. RIB Ok. dans le cas de la banque, ou c'est un peu comme ton numéro de téléphone dans le cadre d'une transaction mobile money. Donc, c'est l'information que tu peux partager à tous ceux qui veulent transacter avec toi. Donc, tu lui donnes ta clé publique, où on dit, bon, quand c'est public, c'est plus une clé. Donc, on dit adresse, c'est ça. Tu lui donnes ton adresse. Mhm. Donc, quand on parle de wallet de portefeuille, une des caractéristiques du wallet, c'est ton adresse. C'est Donc, ça. c'est cette adresse que tu communiques aux gens pour pouvoir t'envoyer des bitcoins. Et puis, on a un autre élément qui est clé. C'est un jeu de mots un peu pourri. L'autre élément, c'est la clé privée. Et c'est l'élément Privé. le plus important. La clé privée, c'est ce qui te permet de signer les transactions. Et donc, qui te donne la latitude de bouger les bitcoins, d'autoriser une transaction sur des bitcoins. Tu vois. Ça, Mhm. si tu vois. Je sais pas si c'est clair. Donc, en gros, pour C'est pouvoir un, recevoir une transaction, c'est un tu peu comme dois un PIN en fait sur le mobile money. kind of. Ouais, ouais, c'est un peu comme ton mot de passe. On va dire Ouais. ça comme ça. Mhm. Voilà. La clé privée, c'est un peu comme ton mot de passe. Personne ne doit savoir. C'est toi seul qui dois la connaître. Mais c'est vraiment important parce que, euh, si on prend l'exemple de ton PIN ou même du mot de passe de ton compte bancaire, si tu le perds, tu appelles ta banque et puis la Ouais. banque réinitialise ton mot de passe. Oui. Ou même pour tous tes autres comptes. Oui. Mais en l'espèce, tu perds ta clé privée, tu perds tes fonds. Et c'est vraiment important. Je pense qu'il Donc, faut, je non, mais pense qu'au c'est moment, hyper au moment important. de passer le podcast, faudra peut-être passer le volume sur cette partie-là. Ouais, Parce que c'est vraiment hyper important. Donc, il y a la, pardon, il y a la clé privée et la Mhm. clé publique. La clé privée, c'est ton adresse grâce à laquelle tu peux recevoir des bitcoins. Et tu as ta clé privée, c'est avec ça que tu peux signer des transactions. Donc c'est ça qui fait de toi le propriétaire de ces bitcoins. Et c'est Ok. hyper important que cette clé privée-là, tu la conserves. En fait, c'est ça un wallet. Un wallet, c'est un programme qui te permet de conserver ta clé privée. Ok. C'est ça en fait, parce que finalement tes bitcoins, ils ne quittent jamais la blockchain. Quand je Ok. dis que quand je dis que je t'envoie à toi Yannick des bitcoins, ce que je fais c'est que j'ai ton adresse, tu vois, j'ai ton Mhm. adresse, je pars sur mon wallet, je dis je veux envoyer des bitcoins, je copie, je colle ton adresse et puis je lance la transaction. Quand je lance la transaction, la blockchain me demande de certifier que je suis propriétaire des bitcoins que je veux envoyer à Yannick. Donc c'est là Ok. que j'utilise ma clé, enfin le logiciel j'ai envie de dire, utilise la clé privée qui est dans ton wallet
Et grâce à ça, la blockchain reconnaît que je suis propriétaire des bitcoins et puis la transaction est validée et les bitcoins vont vers toi. Ok, Donc je maintenant, vois. ces bitcoins-là seront dans ton adresse dans la blockchain et c'est ta clé privée maintenant qui va Ça te permet de les permettre de bouger, en fait. manipuler ces bitcoins-là. Donc ça va être exactement, donc de pouvoir les bouger. Donc c'est Pardon. vraiment ça. Pour ça, Donc, j'ai une question. oui, vas-y. La notion de wallet, du moment Mhm. où je me rappelle en fait que tu m'as dit pour toutes les plateformes, il y a une notion d'identification juste derrière. Est-ce qu'on peut dupliquer la notion de wallet à une personne autant de fois qu'on veut? Est-ce que quelqu'un peut détenir autant de wallets qu'il veut? Oui, tout à fait. Ouais, c'est... En fait, des wallets, on peut en créer plus qu'il y a euh, d'étoiles dans la galaxie. Ok, Ou même de, ou même de sable sur la planète Terre. ok, Parce que un wallet, on peut en créer, j'ai plus exactement les chiffres, mais il y en a énormément. Donc, oui, ok. toi seul, tu peux avoir 100 wallets, 50 wallets comme un Sur seul la wallet. même plateforme, sur des plateformes Non, différentes, non, là, on n'est pas en train de parler de, de on n'est pas en plateformes. train de parler de plateforme. Là, on est en Ok, train de parler de wallet. Et tu fais bien de le mentionner. Il y a une distinction à faire. Donc, je comptais y arriver, mais bon. Ce que j'ai expliqué, c'est le principe sur les wallets. Il y a deux types de wallets. Il y a les wallets custodial et les wallets non custodial. En fait, ok. custodial, c'est la notion de euh, wallet sous gestion. Quand tu as, par exemple, ton compte en banque, c'est Mhm, du, c'est du custodial. C'est un compte qui est sous la gestion de la banque. ok, Les wallets non custodial, ce sont des wallets dont tu possèdes les clés privées. Et ok, les wallets que je conseille à quelqu'un qui débute en Bitcoin, c'est des wallets comme Blue Wallet, Moon Wallet ou même Wallet of Satoshi. Donc, je mettrai les noms dans la description du podcast. Donc, tu as les wallets non custodial. Donc, c'est des wallets pour lesquels tu as la possession de ta clé privée. Et tu as des wallets custodial. Donc, c'est des wallets comme ceux que la plateforme d'échange te donne. Donc, quand tu as un compte sur une plateforme d'échange, tu as un wallet qui est custodial. Et c'est la particularité des wallets custodial, c'est que tu n'as pas les clés privées. Les clés privées, c'est la plateforme d'échange qui les a. C'est pour ça qu'on dit que tu n'as pas le contrôle de tes bitcoins. Et ok, il y a un proverbe très connu dans le domaine des cryptos qui dit Not your keys, not your crypto. Si tu n'as pas les clés, c'est que c'est pas vraiment tes cryptos. C'est-à-dire ok, que crypto. il y a un risque de censure. Au même titre qu'une banque peut décider de censurer, donc de bloquer ton argent, un échange, une plateforme d'échange peut décider de bloquer tes cryptos pour une raison ou une autre, hein, qui peut être légale ou pas. Ok, Donc c'est vraiment ça. Donc si je récapitule, les wallets. Les wallets ne contiennent pas les bitcoins. Les bitcoins sont dans la blockchain. chain, Les wallets contiennent la clé privée et la clé le publique. public. La Yeah, clé publique qui permet de recevoir les bitcoins et la clé privée qui permet de signer, donc de garantir que tu es le possesseur de ces bitcoins parce que tu peux les contrôler. ok, Et donc, des wallets, il y en a de deux types. Des wallets non custodial et des wallets custodial. Les wallets non custodial, c'est ceux qui sont plus dans l'esprit du bitcoin. Donc, tu as l'entière possession de tes bitcoins parce que tu as la clé privée. Et puis, tu as les wallets custodial qui sont les wallets qui sont créés, qui vont avec le compte que tu crées sur une plateforme d'échange centralisée. ok. Juste par rapport à ça, j'ai une question. En dehors du fait que tu as la clé sur le, comment tu as dit, sur le wallet non Wallet. custodial pour pouvoir faire des opérations, est-ce que à l'intérieur même du wallet, tu as la possibilité de faire des opérations? Ouais, tout à fait, Je veux tout à dire, fait. faire des échanges en fait d'un type de Bitcoin à un autre.
Non, il n'y a pas de type de Bitcoin. Il y a un Bitcoin, il y a du Ok. Bitcoin. Il n'y a pas Un deux type de types de Bitcoin. crypto-monnaie, en fait, et un autre. Voilà. Non, là, c'est quand tu parles de crypto-monnaie de façon générale. Moi, je Oui. parle que de De Bitcoin en Bitcoin. l'espèce. Ok. Je Ok. parle que de Bitcoin. Donc, en parlant, les wallets que j'ai donnés, ce sont des wallets Bitcoin. Bitcoin Tu peux pas uniquement conserver d'autres cryptos que à du Bitcoin. l'intérieur. Moi, j'essaie de ne parler que de Bitcoin sur ce podcast. Donc, on parle de Bitcoin là. Ok. Donc, Ok. sur les wallets, là, tu conserves tes bitcoins. Maintenant, Parfait. effectivement, c'est des applications mobiles, hein, c'est des applications que tu peux installer sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Et dessus, effectivement, quand tu ouvres le wallet, tu peux soit envoyer ou recevoir des bitcoins. Littéralement, c'est ce que ça permet. Si tu cliques sur envoyer, tu renseignes une adresse. Et quand tu envoies, bah, les bitcoins, ils partent de ton wallet vers l'adresse de la personne. Aussi simplement que ça. Ok. 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 Noté, Donc, noté. on parlait de clés privées, pardon. Je voulais peut-être rajouter un truc rapidement. Sur les clés privées, ça fait quoi avec la sécurisation des bitcoins, la sécurisation des bitcoins, la sécurisation de son portefeuille de façon générale. La clé privée, elle est, euh, elle est représentée sous la forme de ce qu'on appelle une seed phrase. Parce que la clé privée, un peu comme la clé publique, pour ceux qui ont l'habitude de voir des clés publiques, c'est pas des choses qui sont lisibles dans notre vocabulaire. C'est Ok. vraiment une suite de chiffres et de nombres. C'est quelque chose de très indigeste. C'est sur plusieurs caractères, je pense. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est sur une vingtaine de caractères, de chiffres et de lettres. Donc c'est quelque chose d'illisible. Et les clés privées sont du même ordre. Mais pour permettre de les retenir facilement, tu as une réglementation qui, euh, qui, euh, les, qui les codifie d'une autre manière, de façon à ce que ce soit lisible et qu'un cerveau humain puisse le retenir. Donc c'est ça qu'on appelle l'acide phrase. Donc l'acide phrase, c'est une codification de ta clé privée dans le langage euh, Humain. anglais. J'ai même pas envie de dire, mais non, c'est en anglais. Donc c'est Ok. une suite de mots. C'est une suite de mots de entre 12 et 24 mots. C'est soit 12 ou 24 mots, dépendamment du wallet. Donc, c'est des mots usuels, hein. Donc, c'est- quand tu crées un wallet, quand tu génères un wallet sur une application, sur un wallet, il va te donner cette clé privée là, sous forme de seed phrase. Donc, c'est une suite de mots. Ça peut être dog, cat, book, je sais pas, tu as une liste de mots. Ils ont un dictionnaire bien référencé. Et tu auras une liste de ces mots-là. C'est cette liste de mots-là qui représente ta clé privée. Et donc, c'est très important comme bonne pratique quand tu crées un wallet non-custodial de noter ces 24 mots, ces 12 ou ces 24 mots-là. Et une des bonnes pratiques de sécurité, c'est que ces mots-là, tu dois les noter sur papier et absolument pas laisser une trace numérique de ces mots-là. Genre capture d'écran, photo, Voilà, genre ou, capture d'écran photo, ou même les l'enregistrer enregistrer sur dans le ton mail, téléphone comme des pseudos. comme SMS, c'est vraiment à proscrire. Parce que Ok. Ok. Je vois l'idée, l'approche. c'est d'empêcher que quelqu'un qui, quelqu'un qui a accès à ton téléphone ait accès à ta site phrase. C'est ça l'esprit. Il faut absolument empêcher que quelqu'un qui, par un moyen ou un autre, en piratant ou même en te le demandant, ait accès à ces sites fraises. Parce que celui qui a ta site fraise a tes bitcoins. C'est hyper important À la que tu propriété. sécurises à la propriété de tes bitcoins. Donc, c'est hyper important que tu sécurises. Donc, la bonne pratique, c'est quand tu génères ton wallet, c'est de noter la seed phrase. Tu prends un bon vieux stylo et une feuille, tu notes la seed phrase sur un bout de papier. Idéalement, tu dupliques. Tu le mets sur plusieurs bouts de papier, deux ou trois, et puis tu les conserves en sécurité dans deux endroits différents. C'est les bonnes pratiques de sécurité. Vraiment, tu conserves cette seed phrase, cette suite de mots-là, dans des endroits sécurisés. Un peu comme C'est la hyper formule du important coca. parce que, exact, comme la formule du coca, c'est exactement ça, Yann.
Donc, tu les conserves parce que c'est hyper important. Parce que si tu perds ton téléphone, c'est ça finalement, oui. Si tu perds ton téléphone enfin, quelque chose arrive à ton téléphone, tu le bousilles par exemple, Mhm. grâce à la seed phrase, tu peux recouvrer tes bitcoins parce que tu réinitialises ton wallet sur n'importe quel autre téléphone. C'est pour ça que Bitcoin est un excellent moyen d'échapper à des crises. Je prends l'exemple de la guerre en Ukraine actuellement. Je peux te dire que les gens qui ont leur fortune en Bitcoin, ils devaient pas être très inquiets quant à la conservation de leur Bitcoin. Parce que t'imagines que tu as de l'argent en banque, tu as des centaines de millions en banque dans un pays en guerre, bah, le système bancaire il est down, donc tu n'as juste plus accès à cet argent en fait. C'est mort. Si tu as une partie de ta fortune, de ta richesse en Bitcoin, il te suffit de retenir ta seed phrase. Ton téléphone même, on peut le voler, tu peux le jeter, le casser. C'est 12-24 mots, c'est quelque chose que tu peux retenir facilement. Donc, t'as retenir ces mots-là, le temps de sortir du pays. On voit tout ça, l'exode massif d'Ukrainiens dans d'autres pays. Quand tu arrives à sortir du pays, tu récupères un téléphone, tu réinitialises ton wallet avec tes 12 ou 24 mots, tu as tous tes bitcoins qui sont restaurés sur ton téléphone et tu peux en faire ce que tu veux. Soit échanger contre la monnaie locale du nouveau pays dans lequel tu es pour pouvoir vivre, soit faire des transactions avec qui tu veux dans le monde. C'est un des éléments hyper importants et un des usages que les gens font du Bitcoin. Un des avantages, c'est que tu peux conserver ta richesse. Et pour conserver ta richesse, ça c'est hyper facile à transporter. C'est des choses que tu retiens dans ta tête et tu peux restaurer ça dans n'importe quel téléphone après. Ok, dit comme ça présente plus d'avantages que de risques. Mais Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.